Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle critique, et aujourd'hui on va parler du tout nouveau film d'horreur Invisible Man. Enfin film d'horreur, ça se discute. J'ai eu la chance personnellement de le voir en 4K et en Dolby Atmos, donc l'expérience était assez unique, mais malheureusement je l'ai vu en VF. Mais avant de commencer, et vu que ce film met en scène Elizabeth Moss, j'en profite pour vous conseiller l'excellente série de la plateforme Hulu, The Handmaid's Tale. Je ne vais pas trop vous dévoiler le plot pour que vous ayez un maximum de surprises, je vous affiche juste ça en image pour que vous voyez ce que ça donne. Et croyez-moi, ça claque. Foncez voir cette série si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille vivement, pour moi c'est un must-see, et vivement la saison 4. Après ce petit blabla, place à l'intro. Let me help you. You can't help me. Surprise. Invisible Man est donc un film réalisé par l'Australien Leif Whannell, réalisateur du très bon Upgrade sorti il y a 2-3 ans. D'ailleurs c'est un film cyberpunk que je vous conseille également si vous ne l'avez pas vu. Mais il a aussi pondu Insidious chapitre 3, que personnellement je n'ai pas du tout aimé. J'étais donc un peu sceptique quant à la qualité finale du film, parce que dans le genre épouvante horreur, Insidious 3... Insidious 3 quoi, c'était pas terrible du tout même. Dans ce film, on va donc retrouver Elizabeth Moss, Oliver Jackson Cohen que vous avez sûrement vu dans The Haunting of Hill House de Netflix, Aldis Hodge qui joue, je crois, dans Les Figures de l'Ombre, Michael Dorman et Storm Reid. Et si vous ne vous souvenez pas de Storm Reid, elle était l'héroïne de ce super film Disney qui a fait des millions d'entrées, un raccourci vers le temps. Non, ça vous dit rien ? Pour ce qui est du scénario, alors, c'est l'histoire de Cecilia, qui est en couple avec un riche scientifique, et ne pouvant plus le blairer à cause de ses violences physiques et verbales, elle se casse chez un de ses amis d'enfance. Plus tard, elle va apprendre le suicide de son ex 2 mois après sa fuite, et après coup, elle va se demander de plus en plus s'il est réellement mort, parce qu'il va y avoir une série de coïncidences troublantes qui vont menacer sa vie et celle de ses proches. Elle va donc chercher à prouver qu'elle est traquée par un homme que personne ne peut voir. Voilà. Et franchement, je trouve que c'était pas si mal. Même si je vous avoue, il y a des choix qui m'ont laissé un tout petit peu perplexe, mais on va en parler. Alors, ce qui claque dès les premières images, c'est le son. L'ambiance sonore est super bien travaillée. Ce n'est pas rare dans les films de ce genre de travailler correctement sur ça, mais dans ce cas-là, ça frôle l'excellence, vraiment. On va jouer dans les silences de moments. On va jouer un peu entre les moments de silence total, les moments où on va mettre en avant l'ambiance sonore extérieure, les moments où les musiques vont être tantôt puissantes pour les moments stressants, tantôt plus calmes pour les moments posés et de réflexion. Mais après, les jumpscares, ils vont plus utiliser les éléments du décor, plutôt que de montrer la menace directement. Puis je vous dis ça, mais les jumpscares par rapport à l'homme invisible, ça doit arriver peut-être une fois ou deux. Puis de toute manière, quoi qu'il arrive, pour rendre quelque chose d'invisible, inquiétant et menaçant, le son, ça fait tout. Et ils n'ont vraiment pas négligé ce détail. Heureusement. Après, personnellement, je trouve que le film, même si son ambiance sonore est très cool, ça n'arrive quand même pas à la cheville sans un bruit. Je ne sais pas si je vais mettre un extrait pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais en tout cas, si j'en mets un, je vous le mets maintenant. Hormis le son, évidemment, il y a aussi l'ambiance visuelle. Après, je vous avoue, je vais faire l'impasse sur l'étalonnage cette fois parce qu'il est très classique, mais efficace. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans le film, c'est soit bleu, soit blanc, soit jaune. Mais par contre, là où le film excelle pour moi, c'est dans ses plans. La caméra se balade vraiment, hyper librement dans les décors. Un peu à la manière de James Wan dans les Conjuring. D'ailleurs, je vous passe un extrait si j'en ai un. No, this is not your house. Now, what's your name? Knock, knock. Very well. Who's there? Dans Invisible Man, la caméra va vraiment se déplacer partout, et ce que j'ai trouvé vraiment top, en 2 points, c'est d'abord toutes ces scènes où les personnages vont sortir du champ, la caméra va rester fixe et ne pas bouger en attendant le retour de celui-ci, et nous, spectateurs, en fait, ça nous met un peu dans l'attente justement que la menace invisible nous donne un signe de vie. Et après aussi, ces plans fixes, ça va réussir à faire gagner en immersion, parce que justement, le fait que ce soit long et que la réalisation prend son temps, on vit vraiment les événements en fait avec les personnages, et ça c'est vraiment très fort aussi de ce côté-là. Après aussi, par rapport à ça, ce que j'ai bien aimé, c'est quand la caméra joue un peu avec les angles des murs, comme si on était un peu observateur des événements. Et ça appuie encore plus le côté de vue subjective de l'homme invisible. Ça montre vraiment qu'il est là et qu'il observe tout ce qui bouge à tout moment. Et puis après, j'ai oublié un point,
J'ai bien aimé aussi ce côté où le film va prendre un peu à contre-pied ce qui se fait dans ce genre-là. Je parle là du fait de se sentir en sécurité en fait quand la lumière est présente dans la scène. Que ce soit pour les personnages ou les spectateurs, là ce sentiment de sécurité dans la lumière, il est vite effacé. Parce que lumière ou pas, on ne verra pas la menace. Après, c'est vrai que ce qui est fort aussi dans les visuels, c'est que parfois avec des plans fixes, et c'est souvent en champ contre champ que ça se passe, le film arrive un peu à nous embrouiller et notre cerveau, ayant conscience plus ou moins de la menace invisible, peut nous jouer des tours en nous faisant voir des espèces de formes en arrière-plan. Pour être plus clair, c'est un peu comme si vous fixiez une lumière pendant plusieurs secondes et qu'après au niveau de votre vision, vous allez voir une tâche qui va rester plusieurs minutes. Persistance rétinienne. C'est vrai que tout à l'heure après je vous parlais de la musique. Et on va encore remercier l'excellent travail de Benjamin Wallfisch. Vraiment, la BO et les musiques d'ambiance, elles sont excellente. Si vous savez pas trop ce qu'il a fait, Benjamin Wallfisch, c'est lui qui a composé par exemple les deux ça de André Muschietti. C'est lui aussi qui a fait, il me semble, A Cure for Life de Gore Verbinski. Et au cas où vous le sauriez pas, il a aussi composé des musiques de l'incroyable Blade Runner 2049 avec Hans Zimmer. Et ouais. Bon allez, c'est cadeau, je vous mets un extrait de la BO d'Invisible Man. Les frissons. Bon, pour conclure sur ça, le plus important pour moi dans le genre épouvante horreur, c'est l'ambiance visuelle et surtout l'ambiance sonore. Et là, c'est franchement réussi. Parlons d'Elisabeth Moss. Je vous avoue, je l'ai découvert seulement cette année dans la série Handmaid's Tale, et bordel, quelle actrice! Quelle actrice! Et je pense même que rien que pour elle, ça vaut le coup d'y aller. Et puis de toute façon, elle a une tête pour jouer les tarés. Et justement, en parlant de ça, c'est le parti pris que le film va prendre. Et il va vraiment jouer sur cet atout. Le film, il va un peu semer la graine du doute dans la tête du spectateur en entremêlant ses intrigues et ses révélations. Et je vous le dis, on en vient même à se demander si elle est pas tarée. Et le film, en fait, il va vraiment jouer entre la psychologie du personnage et la nôtre. Et franchement, je trouve ça super fort de jouer sur les deux tableaux sans tomber dans le cliché. Et puis de toute façon, comme vous pouvez vous en douter, ça va être compliqué pour Cecilia de se justifier, vu que personne ne peut voir l'homme invisible. Logique! Bon, on va parler un peu de ce que j'ai moins aimé. En fait, il faut que je vous dise, je suis vraiment fan de la première partie du film. Tout ce jeu avec l'invisible et comment le rendre menaçant, et surtout comment le mettre en scène pour en faire quelque chose d'inquiétant, je trouve ça assez inédit. Mais le problème, et ça reste personnel, c'est que je trouve que la deuxième partie du film prend un peu trop une tournure de film d'action. J'en dirai pas plus parce que je veux pas spoiler, mais sachez juste pour l'anecdote qu'il y a des moments, j'ai eu l'impression de revoir Sarah Connor poursuivie par le Terminator. Après attention, je ne dis pas que la deuxième partie est pourrie. Objectivement, je la trouve même très intéressante. Mais j'ai trouvé ça dommage qu'on ne reste pas dans un seul genre. C'est vrai qu'après, il faut dire, on passe vraiment du film d'épouvante horreur à un film d'action en un claquement de doigts comme ça. Mais, ça reste intéressant. C'était même assez bien fait. Et puis de toute façon, la réelle, elle est impeccable, du coup, c'est pardonné. Et puis voilà, de toute façon, comme vous avez pu le constater, j'ai passé un super moment devant Invisible Man, légèrement mitigé dans la globalité des choses, mais super. Et après, de mon point de vue, ce qui va vraiment faire sa force, justement, c'est son originalité et surtout sa qualité d'écriture. Et putain, son ambiance. En tout cas, je vous conseille ce film. Je vous conseille surtout d'aller le voir en bonnes conditions, parce que je pense que si vous n'allez pas en bonnes conditions, vous allez perdre une grosse partie de son potentiel. Et puis, si vous avez l'occasion de le voir en IMAX, foncez le voir en IMAX, hein. Et en VO. Voilà, cette critique touche à sa fin, c'est tout ce que je vais vous dire sur le film. J'espère que la vidéo vous a plu, bien sûr. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Portez-vous bien.